Avec nous sur Média, Mustapha Sehimi, vous êtes professeur de droit et politologue. Bonjour. Bonjour. En 2022, le Maroc a renforcé à l'ONU ses acquis sur son Sahara, a commencé par une résolution qui a été prise en octobre dernier lorsque le Conseil de sécurité a consacré la résolution 2654. C'est une résolution qui marque bien la consolidation de la position diplomatique du Maroc à propos de la question nationale. Et ceci sur plusieurs points. D'abord, la confirmation du cadre du processus politique de négociation qui est prévu précisément par les Nations Unies. Et sur ce plan-là, c'est un premier acquis. Également, à noter le renouvellement de soutien de cette haute instance tunisienne à l'émissaire personnel et secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour qu'il reprenne les processus des deux tables rondes qui avaient déjà été engagés et qu'il poursuive donc cette action-là. Il y a également une confirmation au niveau des acteurs. Cette résolution appelle toutes les parties, à rester engagées et elle leur demande de faire montre d'un esprit de réalisme sur la base d'un règlement de compromis négocié et de manière durable. Enfin, autre confirmation, c'est la finalité. Il s'agit d'un processus, mais qui a une finalité. C'est quoi? C'est la recherche négociée d'une solution politique, une solution qui est cadrée, normée, une solution qui soit crédible, réaliste avec la prééminence de la proposition marocaine d'avril 2007. Et sur ce plan-là, je voudrais réitérer de nouveau ceci, c'est que depuis avril 2007, depuis que ce plan marocain a été déposé au Conseil de sécurité, il a continuellement été qualifié par cette haute instance onusienne de sérieux, crédible et réaliste. Donc vous voyez qu'il y a déjà un premier motif de satisfaction. Il y a un autre motif de satisfaction et d'avancée pour ce qui est de cette résolution 2654, essentiellement deux éléments. Le premier, c'est que le Conseil de sécurité appelle instamment l'Algérie à effectuer le recensement des populations qui sont dans les camps de Tindouf. Ceci est important à relever parce qu'il s'agit de quelques 40 000 personnes qui sont dans des situations tout à fait particulières. Ce sont des réfugiés, avec ou sans guillemets, mais qui n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de papier, ce sont des sans-papiers et donc ils ne bénéficient pas de la protection juridique prévue par le droit humanitaire international, en particulier la Convention de Genève 1951. Et donc c'est une situation qui est tout à fait inacceptable et qui pose le problème de la responsabilité de l'État de séjour, en l'occurrence l'Algérie, puisque ce pays accepte qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui soient traitées de cette manière-là sur son territoire national. Deuxième avancée à relever aussi, c'est la mise en cause du mouvement séparatiste qui multiplie les entraves pour empêcher que la MINURSO exerce ses fonctions de surveillance du cessez-le-feu. Et vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'entraves à ce sujet, des entraves qui touchent non seulement le côté opérationnel, c'est-à-dire le suivi et la surveillance, mais aussi l'approvisionnement même de cette MINURSO avec des problèmes touchant l'approvisionnement en aliments, en carburant, etc. Et donc il y a là la mise en cause de la responsabilité et de l'Algérie pour ce qui est des réfugiés et du traitement qu'ils subissent et du mouvement séparatiste pour les entraves qu'il multiplie à l'endroit de la MINURSO. Alors, un autre soutien qui a marqué cette année 2022, c'est le soutien massif de la communauté internationale pour le soutien envers le Maroc en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine. C'est une dynamique, effectivement, vous l'avez relevé, c'est une dynamique nouvelle qui a permis d'engranger des acquis et des avancées. Lesquels? D'abord, la normalisation et la réévaluation des positions d'un certain nombre de pays sur la question nationale.
Je veux parler de la position de l'Allemagne. Vous savez qu'avec ce pays, nous avons eu une brouille qui a duré près d'une année, qui n'a été normalisée qu'à partir de mars de cette année 2022. Donc ça, c'est important. C'était précisément sur la question nationale, puisque l'Allemagne avait pris un certain nombre de positions considérées de manière diplomatique par le Maroc comme des malentendus et des malentendus cumulatifs. Et finalement, ça a été normalisé avec notamment l'invitation faite par le président allemand, le président Franz-Walter Steinmeier, adressé à Sa Majesté le Roi lors du message de fin d'année pour une visite d'État. C'est vous dire qu'il y a du côté de Berlin une volonté d'améliorer les relations avec Rabat et de les refonder sur de nouvelles bases. C'est également la normalisation qui est intervenue avec l'Espagne, mais c'est encore plus intéressant avec l'Espagne parce que l'Espagne, c'est l'ancienne puissance occupante. Il y a eu une crise, vous le savez, au cours de l'année 2021 jusqu'à mars-avril 2022. Et puis, il y a eu ensuite, précisément pour ce qui est de la question nationale du Sahara, la réévaluation de la position espagnole sur cette question qui l'Espagne considère que le plan marocain, l'initiative marocaine est la plus sérieuse. C'est la plus sérieuse pour la recherche d'un règlement négocié. Ça rejoint, mais de manière un peu plus accentuée, la position allemande qui considère, elle, que ce plan est une bonne base. Donc nous sommes là dans un périmètre où il y a une réévaluation des positions d'un certain nombre de pays, membres de l'Union européenne. Puis il faut y ajouter d'autres pays qui ont rejoint, notamment Luxembourg, la Hongrie, la Belgique, la Roumanie, etc., d'autres pays, membres ou non de l'UE. Et il y a là donc une dynamique et une nouvelle approche de la question nationale. Et ça, c'est de nature à peser aussi sur la diplomatie française qui, pour l'instant, s'en tient à une position, j'allais dire, conventionnelle. Je sais bien qu'il y a eu la visite de la ministre française des Affaires étrangères il y a à peine 2 semaines, Madame Catherine Colonna. Elle a réaffirmé que Paris soutenait depuis toujours le dossier marocain aux Nations Unies devant les instances internationales. C'est vrai, notre ministre des Affaires étrangères, lors de cette même conférence de presse conjointe le 16 décembre courant, a confirmé cela, mais le Maroc attend plus de Paris du fait précisément des liens traditionnels entre les deux pays, du partenariat privilégié et même d'un rapport d'exception, une coopération d'exception. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour le Maroc, Paris doit prendre en compte les données qui sont intervenues au niveau de l'Union européenne, au niveau du Conseil de sécurité, et en particulier pour ce qui est de la position américaine, affirmée en décembre 2020 sur la marocanité des provinces sahariennes, pour avoir une position un peu plus active et moins rigide sur cette question nationale. On va voir comment les choses vont se passer avec la prochaine visite annoncée pour le premier trimestre 2023 du président Macron au Maroc. J'ajoute un autre point qui est important pour ce qui est du renforcement des positions marocaines, c'est le prolongement diplomatique de ces avancées au niveau territorial. Je fais référence évidemment à la trentaine de consulats généraux qui ont été ouverts à Dakhla et à Laayoune par un certain nombre de pays africains, arabes, d'Amérique latine, etc. Et il y a donc là un processus et une dynamique qui ne peuvent que s'amplifier et se consolider en 2023. Un bon exemple à suivre pour des pays qui sont encore sur des positions frileuses et peut-être même décalées par rapport à la majorité de la communauté internationale. Je rappelle que l'instance exécutive de l'ONU a aussi conforté le soutien massif de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine, qui s'est traduit bien sûr par une expression forte, claire et officielle de d'appui de 90 pays à l'initiative marocaine. Une dernière question, Moustapha Sehimi, le Conseil de sécurité de l'ONU cette année a également épinglé à nouveau l'Algérie et a scellé une fois de plus son statut de partie prenante principale dans le différend régional sur le Sahara en lui enjoignant notamment de coopérer le plus possible dans le cadre du processus des tables rondes.
C'est vrai, vous l'avez relevé, il y a cette fois-ci davantage d'insistance du Conseil de sécurité pour demander à l'Algérie de s'impliquer davantage dans la recherche de bonne foi d'un règlement. Quel est le problème? L'Algérie est précisément le problème et la solution. Et il n'y a de conflit artificiel que parce qu'il y a le comportement de ce pays voisin depuis près d'un demi-siècle, depuis 1975. Que serait le mouvement séparatiste sans la position de l'Algérie, pays qui accueille, encadre, finance et mobilise toute sa diplomatie sur ce différend artificiel, ce conflit artificiel. Maintenant, la position de l'Algérie est tout à fait inconfortable. Pourquoi? L'Algérie a participé à un processus de négociation, celui des tables rondes, décembre 2018 et mars 2019 à Genève, en Suisse. Et qui dirigeait la délégation algérienne dans les deux cas? Dans le premier cas de figure, décembre 2018, c'était Abdelkader Msel, ministre des Affaires étrangères. Mars 2019, 4 mois après, qui dirigeait la délégation algérienne? La Mamra, ministre des Affaires étrangères. Donc il y a bien un engagement d'État de la diplomatie algérienne à propos de ce processus. Voilà que l'Algérie change de position depuis l'année dernière en disant que le processus de table ronde il est obsolète, contre-productif et qu'elle n'acceptera pas de rentrer dans ce processus-là. C'est une position qui la met au banc de la communauté internationale parce qu'il y a la résolution du Conseil de sécurité et l'appui, vous le savez, de près de 84% des 193 membres de l'ONU. Donc l'Algérie sort de l'équation, elle sort du champ de compétences qui est défini par le Conseil de sécurité, champ de compétences devant permettre à un émissaire personnel de relancer table ronde, de trouver une négociation, et elle se trouve isolée. C'est la même chose pour le mouvement séparatiste, puisque depuis novembre 2020, il a décidé de ne plus respecter le cessez-le-feu suite à la normalisation intervenue par le Maroc à propos du passage de Guelguelet entre précisément le Royaume et la Mauritanie. Nous sommes là dans une situation intenable pour l'Algérie, qui met à nu le fait qu'elle n'a pas d'autre dessein, d'autre but que de la nuisance et de l'obstruction à un processus international. J'ajoute l'échec de l'Algérie qui est intervenu il y a 1 mois et demi, presque 2 mois, c'est que la résolution 2654 a été votée le 27 octobre dernier, à 4 jours du sommet arabe qui s'est tenu à Alger, et donc ça a donné un effet d'amplification à cette résolution, et ça a montré davantage l'isolement de l'Algérie pour ce qui est de cette question nationale. Mustapha Serhimi, politologue, professeur de droit, merci d'avoir répondu à nos questions sur Midi 1. Merci à vous.